Aujourd'hui, le constat est clair. Le Barça ne fait plus rêver. Et Messi semble bien seul à surnager au sein de la maison Blaugrana. Lui, le seul survivant avec Busquets d'une équipe hors norme. Une équipe qui, il y a 10 ans, était capable de porter son football total à son firmament. Avec des joueurs capables de combiner intelligence tactique et technique surhumaine qui repoussent toutes les limites. Cette équipe, basée sur le modèle de Johan Cruyff et sa fameuse Dream Team dont je vous parlais dans la dernière vidéo, va faire basculer le football total dans une autre dimension, avec un niveau de jeu jamais vu auparavant. Pour beaucoup, la meilleure équipe que le monde ait jamais connue, c'est le Barça de Guardiola. Mais pourquoi cette équipe était-elle aussi forte? Comment faisait-elle pour écraser tous ses adversaires? Tous! Réponse. De notre série sur le Barça. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, j'avais parlé de la situation bien triste du Barça. L'image qui nous a marqué cette semaine, c'est lorsque Messi marque son coup franc contre Osasuna et qui lance derrière un geste d'agacement, preuve de la situation vraiment critique. Mais rassurez-vous, le Barça, ça n'a pas toujours été ça. Bien au contraire. Comme je l'évoquais dans la vidéo précédente où je parlais de la Dream Team de Cruyff, cette grande équipe des années 90 qui proposait un football attrayant, offensif, spectaculaire. Et le Barça, avec le temps, c'est vraiment un club qui s'est approprié sa propre identité de jeu. Quand on les regarde, ça se voit tout de suite, on se dit « Ah ouais, ça c'est le Barça ». Et ça, on l'avait dit dans les vidéos précédentes, c'est vraiment Cruyff. C'est à lui que le Barça doit tant. Et parmi les joueurs de Cruyff, un certain Pep Guardiola. Milieu récupérateur qui, à défaut d'avoir eu une grande carrière de joueur, 1, c'est parce qu'il a été souvent blessé, et 2, c'est parce qu'il a souvent évolué dans l'ombre des grandes stars du club. Il y avait Ronaldo, il y avait Figo, il y avait Stoïkov, Romario aussi. Mais à l'instar de ces joueurs, Guardiola, il avait un truc en plus, c'est qu'il avait parfaitement assimilé cette vision du football total que Cruyff lui avait inculqué quand il était joueur. Et lorsque Guardiola est arrivé au poste d'entraîneur en 2008, le club était arrivé en fin de cycle, pour pas dire en crise. 2008, le Barça, sans idée, s'incline en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, le Man U de Sir Alex Ferguson, la meilleure équipe du monde à l'époque. Et l'entraîneur en place du Barça, Frank Rijkaard, a perdu la confiance du vestiaire. Pendant que Ludovic Giuly est déjà parti, Ronaldinho et Deco sont déjà sur le déclin. Et en parallèle, le rival madrilène a été sacré pour la seconde année consécutive champion d'Espagne. Donc c'est clairement une fin de cycle pour le Barça qui avait pourtant remporté la Champions League 2 ans auparavant, en 2006. Et suite donc à cette année blanche en 2008, Frank Rijkaard a été remercié par ses dirigeants et sera remplacé par Pep Guardiola qui était alors entraîneur de la réserve du Barça. Un choix qui peut surprendre quand on sait que déjà Guardiola il était assez jeune et en plus il était totalement inexpérimenté et surtout pour prendre les rênes de l'équipe première d'un club comme le Barça. C'est une grosse responsabilité. Mais quand on y regarde de plus près, la volonté du président du Barça, Joan Laporta, c'était le retour aux sources. Parce que ceux qui ont succédé à Cruyff, Louis van Gaal et Frank Rijkaard, n'ont fait que reprendre, imiter le style du Barça, sans vraiment être les initiateurs. Alors ça pouvait marcher un temps, d'ailleurs ça a été le cas en 2006, le Barça a quand même remporté la Champions League, mais ça pouvait pas vraiment s'inscrire sur le long terme. En revanche, la grosse différence avec Guardiola, c'est qu'il a évolué sous les ordres de Johan Cruyff, l'initiateur de l'identité du Barça. Même si c'est vrai qu'à l'époque, la Dream Team, c'était pas la meilleure équipe du Barça. Et au sein de la Dream Team, Guardiola, c'était pas vraiment le meilleur joueur. Mais c'était un peu l'intello de la bande. Mais du coup, non seulement Guardiola incarne un petit peu ce qui reste de l'identité du Barça, mais en plus, il pense avoir la capacité de mettre en place ce que Cruyff a fait dans les années 90. Et pourtant, les débuts vont être assez difficiles pour Guardiola. Premier match de la saison 2008-2009, défaite 1-0 chez le promu Numancia. Alors c'est pas vraiment la faute de Guardiola, c'est juste que les joueurs ils venaient de terminer une saison catastrophique, donc forcément mentalement c'est difficile de repartir. Mais Guardiola il va persévérer. Il est convaincu que son système de jeu fonctionnera et il va lancer un courageux 4-3-3. Et après 2-3 matchs où la patte de l'entraîneur a commencé à s'imposer, l'effet est immédiat. Le Barça est une machine à but. Ils écrasent tout le monde, inscrivent au moins 4 buts par match à 13 reprises dans la saison, dont un mémorable 6-2 sur le terrain du Real Madrid, totalement aux fraises. Des scores dignes de PES qui permettent aux Catalans de dépasser facilement la barre des 100 buts et ce, au mois d'avril, avant même la fin de la saison. Et en Ligue des Champions, c'est la même chose. Le Barça épate l'Europe. Victoire 5-2 contre Lyon, 4-0 contre le Bayern Munich. L'Europe n'a Dieu que pour ce club qui force vraiment l'admiration. Guardiola a réussi à faire une équipe de rêve avec Xavi, Iniesta, Eto'o, Henry, Messi. Pas une défense de rêve, mais une attaque de feu. Alors le seul hic de cette saison 2008-2009,
C'est peut-être la demi-finale contre Chelsea qui a été entachée de nombreuses erreurs d'arbitrage et le Barça se qualifie in extremis à la 89e sur son seul tir cadré de la rencontre grâce au but à l'extérieur. Après, vous savez, les mains dans le foot, c'est toujours très subjectif, mais Guardiola en tant qu'entraîneur, le titre en Champions League face au Manchester United de Sir Alex Ferguson et de Cristiano Ronaldo. Je crois d'ailleurs que c'était sa dernière année à Man U. Et c'est d'ailleurs ce match qui a donné envie à Ronaldo d'aller au Real Madrid pour défier le Barça. Donc en seulement un an, Guardiola a totalement changé le visage des Blaugrana. Une équipe métamorphosée, au style de jeu révolutionnaire. Non pas uniquement en battant ses adversaires dans des matchs clés, mais en les humiliant. Le symbole lors de cette finale à Rome en 2009, c'est Messi qui ne mesure qu'1 m 70 et qui pourtant a marqué de la tête, c'est rare, au milieu de Ferdinand et de Van der Sar qui mesurent respectivement 1 m 89 et 1 m 97. Mais comment Guardiola a-t-il fait pour créer cette machine à gagner? La première chose, et ça c'est pas donné à tous les entraîneurs, c'est que Pep, il savait qu'il avait des joueurs hors normes. Et en plus d'être conscient d'avoir des génies dans son effectif, il avait cette confiance qu'il pouvait bâtir une armada capable de tout écraser sur son passage. Et c'est ça la grosse différence avec la Dream Team des années 90. Et en plus, Guardiola a bénéficié d'une génération extraordinaire avec la Roja qui a remporté le doublé Euro 2008, Euro 2012 et bien sûr la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Et ça forcément ça compte pour forger ses joueurs dans le succès. Et autre chose encore, il y avait la Masia, le centre de formation mythique du Barça. Et quand t'as des joueurs qui se côtoient depuis l'âge de 13 ans, ils ont joué ensemble pendant 10 ans, bah forcément les automatismes, ils viennent naturellement. Ils peuvent limite se trouver les yeux fermés sur un terrain. Et ça n'existe dans aucun autre club. C'est unique au Barça. Bah déjà, quand vous avez un entraîneur qui prend en compte tous ces facteurs-là, bah ça aide. Et sur le terrain, le style de jeu sous Guardiola sera surnommé le tiki-taka. Qu'est-ce que c'est que le tiki-taka? Alors c'est assez paradoxal parce qu'au début le tiki-taka c'était un terme très péjoratif. Je m'explique. Avant, les commentateurs espagnols parlaient de tiki-taka pour décrire une possession de balle stérile, une sorte de ronronnement soporifique, ennuyeux, qui ne mène à rien. Mais avec la philosophie du Barça, Guardiola, il a totalement inversé notre persuasion du tiki-taka. Autrement dit, c'est le jeu de possession. La circulation de balle, c'est avoir la mainmise, le contrôle absolu sur le match. En alliant à la fois le dépassement de fonction sur chaque ligne, une excellente utilisation de la largeur du terrain, comme vous le voyez ici avec Thierry Henry qui est vraiment collé à la ligne de touche. Mais le tiki-taka de Guardiola, c'est aussi construire un groupe aux attributs complémentaires. Avec d'un côté l'intelligence de jeu de Xavi, qui se disait pas forcément bon techniquement, mais qui faisait très souvent la bonne passe au bon tempo et se trompait très rarement dans ses choix. Et de l'autre, Iniesta, dont la technique et la protection de balle dépassent l'entendement. Et bien sûr, le génie des génies de cette équipe, qu'on ne présente plus, Léo Messi. Et autour duquel le système de jeu du Barça s'est construit. Guardiola, il s'est dit, tu as un génie comme Messi dans ton équipe. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de l'intégrer dans le système de jeu, tu vas faire exactement le contraire. Guardiola va faire en sorte que l'équipe joue pour Messi. Comment ça se présente? D'abord, il y a la mise à contribution du jeu au pied de Valdés qui était excellent dans cet exercice. Devant lui, les deux centraux, Piqué et Puyol, sont positionnés sur les angles de la surface, voire dans les coins du terrain, et non pas devant le but. Ce qui fait que tu te retrouves avec des grands boulevards devant, et tu facilites la relance pour casser la première ligne d'attaque. Ensuite, les latéraux montent très haut au milieu de terrain pour y apporter le surnombre. Et là, quand tu prônes le jeu de possession, c'est juste un paradis pour les joueurs. Mais là où le Barça apportait beaucoup plus qu'un simple tiki-taka, un simple jeu de possession, c'est dans la qualité de la circulation de balle qui se montrait particulièrement dissuasif et intelligent. Ça passe pas ici, c'est pas grave, on repart dans l'autre sens. On essaye par là, ah ça passe pas. Donc on fait circuler le ballon encore et encore. Et le fait qu'il y ait cette circulation de balle extraordinaire, ça donne lieu parfois à de longues séquences de possession de balle. Et dans les chiffres, vous le voyez dans la possession, le Barça est largement au-dessus du lot entre 2008 et 2011, avec plus de 70 voire 75% de possession de balle. Et ils ont régulièrement passé la barre symbolique des 1000 passes dans un seul match. Pour un grand club, c'est normal de faire une moyenne de 500-600 passes par match. Le Barça, il passait régulièrement au-dessus de la barre des 1000. Et pour revenir au système, c'est là que le Barça jouait vraiment avec Messi comme plaque tournante, car l'Argentin décrochait souvent en position de 9,5 pour apporter encore plus de surnombre au milieu de terrain. Du coup, les défenses adverses perdent le fil du marquage, ce qui crée des espaces. Et là où les milieux Blaugrana sont très intelligents, c'est qu'ils vont pas faire une passe directement sur le joueur. Ils vont faire une passe directement dans l'intervalle. Comme ça, le joueur, il va faire une course pour aller gagner le ballon. Et là, automatiquement, tu crées un danger immédiat. Alors c'est vrai que quand tu vois ça, t'as l'impression que c'est tellement facile, t'as l'impression qu'ils jouent au ralenti, qu'ils sont à l'entraînement. Parce qu'à la fin, il y a toujours un joueur qui se retrouve seul. J'ai même envie de dire, c'est typique des génies. Ils rendent la chose tellement facile, alors qu'en fait, c'est tellement dur. Et quand c'est pas le jeu dans les intervalles qui fait la différence, il reste Messi. Ce génie, qui est capable de marquer à lui tout seul, à faire gagner le club à lui tout seul. Ça c'est pour le jeu offensif.
Et maintenant le jeu défensif, quand ça arrivait, puisque je vous rappelle que la moyenne de possession de balle c'était 70% pour le Barça, ce qui veut dire en moyenne 30% de possession pour l'adversaire, ça fait pas beaucoup pour faire la différence. Eh bien les Catalans, ils exerçaient un pressing très agressif, très haut au milieu de terrain, le but étant de récupérer le ballon le plus vite possible. Et quand le ballon parvenait de temps en temps à l'attaquant adverse, celui-ci était bien seul et surtout totalement isolé à 40-50 mètres du but. Imaginez un instant un numéro 9 qui se retrouve isolé au milieu de terrain avec autour de lui que des joueurs qui sont morts de faim pour lui récupérer le ballon. Je peux vous dire qu'il perd la balle très vite. Le Barça de Guardiola, ça a été un véritable cauchemar pour la plupart des attaquants qui jouaient en face, parce qu'ils voyaient quasiment pas le ballon de toute la rencontre. Vous l'aurez compris, le Barça de Guardiola a fait énormément de victimes. La plus célèbre d'entre elles, c'est évidemment le Real Madrid de Mourinho, qui a tenté une fois d'attaquer contre le Barça, raté, victoire éclatante 5-0 du Barça au Camp Nou. Mourinho a donc changé de tactique et adopté un football particulièrement défensif, voire très agressif. Il commettait beaucoup de fautes, c'était vraiment pas des beaux matchs, mais alors pas du tout. Mais il n'y avait rien à faire, le Barça, à la fin, sortait toujours vainqueur. Et au terme de cette fameuse saison 2010-2011, avec une composition d'équipe vraiment de rêve, le recrutement de David Villa et surtout Messi qui jouera avant-centre, qui pourra donc facilement décrocher pour créer vraiment ce football total, les Catalans disputeront une finale mémorable en 2011 à Wembley. Je crois que tout le monde se souvient de cette finale qui était disputée encore une fois contre le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Qu'est-ce que j'ai pas entendu avant ce match? Oui, vous allez voir, les gamins du Barça ils vont se faire balayer par les hommes de Manchester United. Ah ouais, on a vu. Victoire sans appel 3-1 du Barça. Même Manchester United, auteur d'une saison exceptionnelle, n'a pu résister au rouleau compresseur du Barça. Il n'y a qu'à regarder les stats qui sont toutes en faveur du Barça. Rendez-vous compte, 4 petits tirs pour Manchester United, dont un seul cadré, c'était sur le but de Rooney. Autrement, il n'y avait rien à faire face au Barça. L'adjectif qui revenait souvent, c'était injouable. Le Barça était injouable. Et Sir Alex, il l'a lui-même reconnu. C'était la meilleure équipe que nous ayons jamais jouée. Il arrive parfois de se confronter à des formations qui vous sont largement supérieures. Ce fut le cas aujourd'hui. Personne ne nous avait mis une raclée pareille. Il mérite de tout rafler. Si vous connaissez pas Sir Alex, sachez qu'il parle jamais comme ça. Il déteste la défaite. Mais de voir qu'il l'accepte comme ça et qu'il se dit que finalement, il n'y avait rien à faire, c'est incroyable. Car oui, le Barça de Guardiola, c'est la victoire du football. La folle épopée d'une équipe de surdoués qu'on ne reverra probablement pas de sitôt et qui sans nul doute fut la meilleure, la plus grande, la plus belle, la plus émouvante équipe que le football ait jamais connue. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien de vous replonger dans ces grands souvenirs de football et que même si le Barça vit des heures sombres en ce moment, c'est décidément un club pas comme les autres. Donc c'est pour ça que je voulais rendre un espèce d'hommage à ce club grâce à qui je ne verrai